N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Il existe un bon nombre de choses que nous utilisons ou que nous consommons au quotidien sans vraiment savoir comment elles sont fabriquées. Savez-vous par exemple d'où viennent les mouchoirs en papier? Comment sont fabriqués les jeans que vous portez? Ou encore, savez-vous de quoi sont faits les poils de votre brosse à dents? C'est ce que nous allons découvrir dans la vidéo d'aujourd'hui. Installez-vous donc confortablement car voici 7 choses que vous utilisez tous les jours sans savoir comment elles sont fabriquées. C'est parti! Saviez-vous que le mot scotch, appellation courante utilisée pour désigner le ruban adhésif, est en fait une marque américaine apparue en 1930? Le scotch ou ruban adhésif, peu importe son appellation, est l'un des produits les plus utilisés au quotidien. Comme tout le monde le sait, ce produit sert principalement à assembler 2 choses ou plus en les collant ensemble. Mais je suis presque certain que vous ignorez comment est fabriqué ce produit qui est presque indispensable. Vous êtes-vous déjà demandé comment est enroulé le ruban adhésif? Comment est ajoutée la colle qui lui donnera sa caractéristique principale? Et bien sûr, comment fait-on pour ne pas se coller les doigts au cours de sa fabrication? Eh bien, nous allons répondre à toutes ces questions. Mais comme vous pouvez déjà l'imaginer, la fabrication du ruban adhésif n'a rien de simple. Elle est même très complexe et peut se faire selon différents procédés. Nous allons vous parler de l'une des méthodes classiques qui commence par la production de la substance adhésive selon un procédé chimique où les composants de la colle sont mélangés les uns aux autres. Une fois préparé, l'adhésif est ensuite appliqué finement sur le support qui est généralement en plastique. Cette application se fait avec un solvant organique ou bien avec de l'eau. Le support passe ensuite par un tunnel de séchage. Le solvant est évaporé et l'adhésif est fermement relié au support. Bien sûr, le produit qui sort de la machine n'a pas encore la forme de longues bandes étroites. Il s'agit plutôt de bandes larges qui sont enroulées par un grand et large rouleau, puis revêtues et séchées si nécessaire avant d'être enroulées à nouveau dans leur intégralité. Enfin, les rouleaux sont coupés dans une autre machine en plusieurs petits rouleaux avant leur emballage. L'histoire du jean remonte à la fin du 19e siècle, où il était porté par les hommes comme vêtement de travail, notamment par les cow-boys qui le choisissaient pour sa robustesse et son confort. On raconte que les premiers jeans ont été confectionnés à partir d'un tissu spécial appelé toile de Nîmes. Vous comprenez donc d'où vient le mot denim, le tissu utilisé pour la confection du jean. Ce tissu aurait d'ailleurs été utilisé à l'époque par un certain Lévi-Strauss. Depuis cette époque-là et jusqu'à nos jours, le jean n'a pas pris une ride. C'est aujourd'hui l'un des vêtements les plus portés dans le monde et il est fréquent d'en trouver dans chaque magasin. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le jean suit un long parcours avant d'être porté. En effet, sa fabrication passe par plusieurs étapes qui commencent tout d'abord avec la cueillette du coton. On estime à environ 600 grammes la quantité de coton qu'il faut pour fabriquer une seule paire de jeans. Ce coton est par la suite trié, nettoyé et travaillé pour obtenir la fibre de base qui donnera le fil de coton. Place à la couleur maintenant. Les bobines de fil sont trempées dans une teinte d'indigo, la fameuse couleur du jean, puis séchées à l'air libre avant de passer au tissage de la toile. La toile du jean est obtenue par un maillage un peu irrégulier de fil blanc et de fil bleu qui donne au jean son aspect bien spécifique. Il ne reste ensuite qu'à y découper les différents morceaux qui composeront le jean. Au fait, il faut compter à peu près 10 pièces pour un pantalon. Ces pièces-là sont par la suite assemblées et cousues avant d'ajouter les boutons, la fermeture éclair et autres éléments nécessaires pour la finition. Et voilà, il ne restera plus qu'à repasser le vêtement pour aplatir les coutures, puis le délaver pour l'adoucir et lui redonner une belle patine, c'est-à-dire la couleur qu'il prendra avec le temps. C'est en 1924 que la société américaine Kimberly-Clark a inventé les lingettes démaquillantes destinées surtout aux stars d'Hollywood. Mais un beau jour de 1929, quand Ernst Mahler, le dirigeant de Kimberly-Clark à cette époque, s'est mouché dans une lingette, il venait d'en découvrir un nouvel usage. Le mouchoir en papier jetable était né, et avec la marque Kleenex, qui deviendra par la suite un nom générique utilisé pour désigner ce produit qui nous vient d'Amérique et qui a remplacé au fil des années le fameux mouchoir en tissu. En étui ou bien en boîte, les mouchoirs en papier font partie aujourd'hui des produits de tous les jours dont personne ne peut se passer. Ils sont pratiques et hygiéniques, utilisables n'importe où, mais savez-vous comment sont faits les fameux Kleenex? Pour la fabrication de ces mouchoirs, on utilise des tonnes de pâte à papier, une matière première fabriquée à partir de cellulose de bois qui provient notamment d'arbres feuillus comme le bouleau. Cette pâte à papier est ensuite diluée dans de l'eau tiède. Le mélange, étalé sur plusieurs mètres de long et quelques mètres de large, est ensuite séché après être passé entre des cylindres chauffés à très haute température, ce qui donne une sorte de ruban d'une très faible épaisseur. Ce ruban sera ensuite roulé avant d'être découpé en morceaux avec des scies à haute précision afin d'obtenir des bords parfaits et non effilochés.
Puis les morceaux seront assemblés en couches pour constituer le futur mouchoir. Il ne restera plus qu'à le plier pour le mettre en boîte ou dans les étuis en plastique après l'avoir imprimé ou aspergé de lotion, le cas échéant. Saviez-vous, mesdames, que le rouge à lèvres existe depuis très longtemps, bien avant la naissance de Jésus-Christ? Autrefois, les femmes, notamment les plus nobles d'entre elles, se servaient de graisse mélangée à des pigments naturels ou encore d'un mélange de plantes ou de pierres semi-précieuses broyées pour colorer leurs lèvres. Bien sûr, tout cela a changé. Mais savez-vous comment est fabriqué le rouge à lèvres que vous utilisez de nos jours? Eh bien, au cas où vous l'ignoriez, il ne s'agit pas seulement d'un mélange de pigments et de solvants, mais votre produit de maquillage fétiche se compose d'un bon nombre d'ingrédients et passe par de longues étapes avant d'atterrir dans votre trousse de maquillage. De manière générale, les rouges à lèvres renferment des composants destinés à embellir les lèvres, à les hydrater et à garantir une longue tenue. En effet, ils sont constitués d'huile, de parfum, de cire ou de silicone pour apporter la bonne consistance, sans oublier les conservateurs nécessaires pour les préserver longtemps et éviter leur dégradation. Les pigments en poudre sont dispersés dans un mélange d'huile chauffée et de cire fondue. Une fois que le mélange est légèrement refroidi, on y ajoute les autres ingrédients. Le mélange final est ensuite versé dans les moules et refroidi jusqu'à sa complète solidification. Et voilà, les bâtons de rouge à lèvres sont prêts. Qui d'entre nous ne connaît pas les fameux Kinder Surprise, les œufs en chocolat qui contiennent un jouet à l'intérieur? Ces friandises sont appréciées aussi bien par les enfants que par les grands. Vous ne le savez peut-être pas, mais les œufs en chocolat Kinder sont un produit du confiseur italien Ferrero, et ils ont été inventés en 1973. Mais la question que vous vous posez sans doute est: comment sont placés les petits jouets à l'intérieur des œufs? Pour répondre à cette question, il faut suivre les étapes de production de cette confiserie. Nous parlons là des œufs en chocolat classiques que nous connaissons bien. Pour commencer, le chocolat au lait est versé dans des moules en forme de demi-œuf qui sont ensuite vidés du surplus de chocolat pour ne laisser qu'une couche extérieure. Une fois qu'elle est solidifiée, une autre couche de chocolat blanc est ajoutée selon le même procédé. La troisième étape consiste ensuite à placer la fameuse capsule jaune contenant le petit jouet à l'intérieur d'un demi-œuf avant d'assembler ce dernier avec un deuxième et de faire refroidir l'œuf entier jusqu'à ce qu'il soit complètement durci. Voilà, un Kinder Surprise délicieux est prêt à consommer. Avant de continuer, voici la question du jour. À votre avis, qui est l'inventeur du téléphone? Option A, Alexandre Fleming. Option B, Alexandre Dumas. Option C, Alexander Graham Bell. Réfléchissez bien, choisissez l'option qui vous semble correcte et restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir si vous avez répondu correctement. Vous ne vous êtes peut-être jamais posé la question sur l'origine de la brosse à dents et pourtant vous l'utilisez tous les jours. Eh bien, nous allons vous donner quelques informations à propos de ce petit accessoire essentiel pour l'hygiène de vos dents. Mais avant, il convient de rappeler que la première brosse à dents est apparue au cours du XVe siècle grâce aux Chinois, alors qu'auparavant, on se curait les dents en utilisant généralement des végétaux. Bien sûr, les premières brosses à dents ne ressemblaient en rien à celles que nous utilisons de nos jours. Le manche était en vermeil alors que les poils naturels étaient faits en poils de porc ou de sanglier. Sauf que ces poils étaient très durs et blessaient les gencives. C'est pourquoi ils furent remplacés par des poils un peu plus doux d'autres animaux comme le cheval. Mais quel que soit l'animal dont ils provenaient, ces poils naturels n'assuraient pas une bonne hygiène des dents, car les poils ressemblaient à des mini-tuyaux de très faible diamètre, ce qui permettait aux bactéries de se développer facilement. Les poils naturels furent donc remplacés par des poils synthétiques faits en un matériau inventé en 1937, le nylon. Au début rigides, les poils en nylon ont été retravaillés à partir des années 50 et assouplis afin qu'ils deviennent plus fins et assurent un nettoyage doux des dents sans blesser la gencive. La nature de ces poils synthétiques et leur souplesse sont déterminées au cours de la fabrication des brosses à dents. Une fois l'empoilage effectué, les brosses à dents sont ensuite tondues. Cette opération déterminera la souplesse des poils. Plus les poils sont tondus, plus ils sont durs. Après la tonte, il ne restera plus qu'à les arrondir afin qu'ils n'irritent pas les muqueuses buccales. Quand il fait chaud, quoi de mieux que de se délecter d'un bon bâtonnet de glace pour se rafraîchir? Mais savez-vous comment sont faits ces bâtonnets dont tout le monde raffole? Prenons par exemple les glaces Magnum. La fabrication de ces crèmes glacées à la vanille enrobées de chocolat est bien entendu industrielle. Elle se déroule complètement à l'usine où des machines assurent la production des glaces du début jusqu'à la fin. Une fois la crème glacée préparée, elle passe dans une machine qui lui donnera sa forme Esquimau. Ces Esquimaux, dont la température est de -5 degrés Celsius, seront par la suite acheminés vers un immense congélateur qui fera descendre leur température jusqu'à -25 degrés Celsius. Cette étape est nécessaire avant de passer à la suivante, celle de l'enrobage. En effet, pour que l'enrobage soit possible, il faut que la glace soit très froide pour qu'elle puisse supporter le chocolat fondu dont la température est de 40 à 45 degrés Celsius. Cela permettra alors une prise rapide du chocolat et le bâtonnet aura sa couche de chocolat qui le caractérise si bien. Enfin, les bâtonnets sont conditionnés, puis mis dans des cartons, prêts à être livrés pour être enfin dégustés.
Vous venez de découvrir comment sont fabriqués 7 objets que vous utilisez au quotidien. Saviez-vous déjà comment sont fabriqués quelques-uns? Lesquels? Laissez-nous votre réponse dans les commentaires et si vous souhaitez savoir comment sont fabriqués d'autres objets qui ne figurent pas sur cette liste, faites-le nous savoir. Enfin, pour la question du jour, la bonne réponse est l'option C, c'est l'inventeur d'origine écossaise Alexander Graham Bell qui a inventé le téléphone en 1876. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus? Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!